Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité cette semaine a été marquée par le communiqué du secrétariat de la présidence de la République qui répondait aux propos tenus par le couple Soglo lors d'une tournée. Suite à ce communiqué, la presse nous informe que le chef de l'État aurait envoyé deux émissaires à l'endroit du président Nicéphore Soglo pour présenter des excuses. Il n'en a jamais été question d'excuses. Mieux, ce communiqué est un communiqué pirate, affirme un membre influent de la majorité présidentielle. Qu'en est-il réellement? La réponse, c'est au cours de cette émission. Lazare Sekwito et Bruno Amoussou, quant à eux, veulent être contrôlés au sujet de leur gestion sous le régime du général Mathieu Kérékou. Ils l'ont fait savoir au chef de l'État à travers une lettre. Cette décision des deux députés fait suite à la conférence de presse animée par le député Rachid Gbadamassi il y a quelques jours. Au cours de cette même conférence, le député a outre les députés Sekwito et Amoussou, indexé Maître Adrien Moubedi au sujet de cette démission à la mairie de Porto-Novo, à la présidence ou à la primature lors du régime du général Mathieu Kérékou. C'est pour apporter son avis sur ces préoccupations que nous avons invité pour vous ce dimanche 30 août 2009 l'honorable député Timothée Bediga du Parti du Renouveau démocratique. Avec lui, nous parlerons aussi de la prochaine descente des centrales syndicales sur le terrain pour expliquer la situation qui prévaut actuellement entre eux et le gouvernement. Bien d'autres sujets brûlants de l'actualité viendront mettre un terme à cette émission. Honorable Timothée Bediga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, vous avez suivi l'actualité cette semaine. Un communiqué qui parvenait de la présidence de la République à l'endroit du couple Soglo, parce que ces derniers auraient tenu des propos qui n'auraient pas eu l'aval du chef de l'État. Qu'en dites-vous? Oui, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission pour une nouvelle fois pour me permettre d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur certains dossiers de la nation. Je crois que nous sommes dans un pays de droit et la loi de notre constitution a été claire pour dire que c'est les partis politiques qui animent la vie politique nationale. Le couple Soglo, Madame Rosine Soglo est la présidente de la Renaissance du Bénin. Le président Soglo est le président d'honneur de ce parti et ils ont le droit de se prononcer sur les dossiers de la nation parce que la Constitution leur donne le droit de le faire. Mais à leur descente sur le terrain, ils ont rencontré leurs militants, ils ont eu des questions des militants sur les problèmes brûlants de l'heure. Ils ont réagi par rapport à la mauvaise gouvernance du régime de changement. C'est leur droit absolu. Alors, ils n'ont pas proféré des menaces contre le chef de l'État. Ils n'ont pas eu des propos désobligeants à l'égard du chef de l'État. Ils ont donné leur point de vue sur des questions d'actualité, sur des questions de la nation, sur des questions qui rongent les Béninois et des Béninoises. Les Béninois veulent comprendre ce qui se passe au niveau de l'appareil gouvernemental. Maintenant, certains ont dit que le couple Soglo a eu des propos désobligeants, déplacés à l'égard du chef de l'État et le secrétaire général du gouvernement a envoyé un communiqué brûlant de la présidence, menaçant ses responsables politiques au haut niveau de notre pays. Vous savez, la Renaissance n'est pas un petit parti. Et à en croire aussi de nouveau, le président Nicéphore Soglo, il a géré ce pays pendant au moins, il a fait un mandat. Sinon, plus de 6 ans, il a géré ce pays. Il connaît la gestion, il connaît comment il faut gérer le pays pour que ça se passe bien. Mais ce communiqué est venu dire des choses menacées et mettre en garde ces responsables politiques de notre pays
Et c'est des choses extrêmement graves. C'est des choses extrêmement graves pour notre pays parce que le chef de l'État a des communicateurs. Il a des responsables chargés d'expliquer les dossiers du gouvernement à la nation. C'est-à-dire, il a un porte-parole du gouvernement. Et il a des ministres qui descendent souvent sur les antennes pour expliquer un certain nombre de choses depuis l'avènement de ce régime. Il aurait dû envoyer ses ministres, donner des explications, mais d'y menacer ses responsables politiques pour dire qu'ils ont eu des problèmes de vision. Vraiment, c'est des choses que le commun des Béninois ne peut pas accepter. Deuxième chose, j'ai suivi à la télé hier, il y a les jeunes de la mouvance qu'on appelle les jeunes patriotes, je ne sais quoi. Chacun se donne de nom pour se faire une place au soleil aujourd'hui. Il y a eu ces jeunes-là qui disaient que le communiqué du secrétaire général du gouvernement est un communiqué piraté, est un communiqué fabriqué. C'est l'exemple encore de nouveau pour dire que ce gouvernement est un gouvernement ventilateur. Un secrétaire général du gouvernement, il est proche du chef de l'État. Apparemment, c'est le secrétaire général de la présidence. De la présidente, et non oui, du gouvernement. De la présidente, bien sûr. Merci pour la précision. Mais celui-là, secrétaire général de la présidente, est proche du président de la République. C'est des gens les plus proches du chef de l'État. Et avant qu'ils ne parlent, ils doivent remuer plusieurs fois leur bouche. Et quand ils parlent, on doit savoir que c'est le chef de l'État qui est en train de parler. Mais dire que c'est un communiqué piraté, c'est pourquoi je dis que c'est un exemple qui confirme que le gouvernement est un gouvernement ventilateur. Vous faites quelque chose tout de suite, quelques heures après, vous montez au créneau pour dire que ce n'est pas ça. Alors gouverner, c'est prévoir. Vous devez mesurer la portée de ce que vous voulez dire sur l'opinion publique, nationale et internationale. Ça, c'est la gestion d'une nation. Même toi, en tant que citoyen, un simple citoyen, tu veux parler dans un groupe, même dans ta famille, tu dois mesurer la portée de ce que tu veux dire. Quel sera l'impact de ma parole dans la famille, dans l'opinion, etc. Je crois que c'est de l'irresponsabilité. Vaut mieux de déposer le tablier et de dire qu'il n'y a plus de secrétariat général, de secrétaire général à la présidente, vous avez dit. Hein? À la présidente de la République. Il faut que celui-là, il démissionne. Si réellement c'est ça, il doit rendre les tabliers. Parce qu'il ne peut pas envoyer un tel communiqué contre un parti politique et que le chef de l'État ne soit pas au courant. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas nous prendre comme des poupées. Voilà ce que je dois dire par rapport à ce communiqué. Voilà que d'aucuns disent que c'est un communiqué piraté. D'abord par rapport aux excuses que l'on a entendues. La presse nous a informé quand même que le chef de l'État aurait envoyé ses émissaires présenter des excuses au couple Soglo. Est-ce que vous avez été informé? Est-ce que c'est réel? Moi, je ne suis pas de la RB, mais nous avons eu des informations les plus crédibles que le chef de l'État a envoyé des émissaires auprès du couple Soglo pour présenter des excuses par rapport à ce communiqué. Et vous, journalistes, vous en avez parlé sur vos papiers, sur les antennes, tout le monde est au courant de ça. Mais quand les jeunes viennent dire le contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas une cohésion. Et là, le pays est mal géré. Il manque la cohésion. Parce que quand le président Mbedi, qui est le président de mon parti, dit que telle chose, ça se passe de telle manière. Si moi je monte sur une station, je dois dire la même chose. Parce que, avant de prendre la parole, il nous a invité, il aurait invité ses députés, les responsables au haut niveau du parti pour dire voilà, nous allons nous prononcer sur tel ou tel dossier. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le Zinsou dit que c'est ça, Pierre dit que ce n'est pas ça, et l'autre dit que c'est ça, mais c'est renversé. Dans quel pays nous sommes? Mais c'est extrêmement regrettable pour notre pays. Ce n'est pas une gestion. D'ailleurs, vous savez, la gestion d'une communication, il faut beaucoup faire attention. Puisque la communication est la force d'une association, est la force d'un gouvernement, est la force d'un parti politique. Et on ne doit pas gérer ça ou confier ça à n'importe qui. C'est à eux de tirer la leçon de ce que je suis en train de dire. Voilà l'essentiel. Mais nous avons appris qu'il y a eu ces excuses
auprès du couple Soglo, et qu'aujourd'hui, d'autres disent que jamais il n'y en avait pas eu, et que le communiqué, ce serait un communiqué piraté, alors c'est signé d'un secrétaire général à la présidente de la République. C'est extrêmement mauvais. Alors, nous allons cette fois-ci aborder la question de Maître Adrien Goumbédi, puisqu'il a été indexé lors des propos tenus par l'honorable Rachid Badamassi. Le président Adrien Goumbédi aurait tout le temps démissionné des fonctions qu'on lui aurait confiées. On se rappelle à la mairie de Porte-Nouveau, on se rappelle à la primature sous le général Mathieu. Ce dossier, mais c'est des affaires classées. Moi, j'appelle ça affaires classées dans le thème français. Pourquoi? Mais c'est un truc vieux de plus d'une vingtaine d'années. C'est quand même vrai. Et que, non, mais suivez, près d'une vingtaine d'années. Et le président Goumbédi, à sa sortie, à sa démission du gouvernement, a donné un point de presse avant et après sa sortie du gouvernement. Et a donné des explications sur certains nombres de points, y compris ces points-là. Mais je ne sais pas pourquoi des gens, je ne sais pas comment parce qu'ils ne trouvaient plus rien à dire, et c'est de dire tout le temps, répéter tout le temps la même chose. Plusieurs fois, le président Goumbédi a donné des réponses à cette question-là. Maintenant, la répétition est pédagogique. Nous sommes là pour encore dire à l'opinion que de telle manière, c'est comme ça que ces choses-là se sont passées. Le président Goumbédi a démissionné du gouvernement en 1998 de son poste de Premier ministre, que les gens d'ailleurs ont qualifié de poste de Premier ministre. Oui, puisque la Constitution n'avait pas reconnu ce poste. Et mais, pourtant, en tant qu'avocat, il a accepté. Bien sûr, Goumbédi est un brillant avocat, un avocat de renom. Oui. Il ne peut pas prendre des risques pour accepter un poste comme ça. Que s'est-il passé? Mais avant je dois vous dire, dans un gouvernement, le gouvernement a dit que le poste, les gens ont dit que le poste de Premier ministre n'a pas été prévu par le gouvernement, par la Constitution. Mais le chef de l'État a le droit de donner n'importe quelle appellation à un poste dans le gouvernement. Mais on a créé un poste de gouvernance concertée. Est-ce que c'est prévu par la Constitution? On a créé un poste de médiateur à la présidence. Est-ce que c'est prévu par la Constitution? Il y a beaucoup d'autres choses. Ça, c'est les prérogatives du chef de l'État. Et en croire encore, aux États-Unis, on nomme un ministre, on peut dire un ministre, mais on dit un secrétaire général du gouvernement. Un secrétaire d'État auprès de la présidente de la République. Mais c'est de la même manière, vous pouvez habiller votre poste que vous donnez à quelqu'un. Et en son temps, mais ce débat est clôturé parce que les citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour a donné raison, que dit, ce n'est pas contraire à la Constitution. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Constitution seulement qu'il faut utiliser pour meubler ou bien pour animer l'appareil gouvernemental. Je crois que ce débat est un vieux débat classé, mais comme les gens ne trouvent plus rien à dire, ils reviennent tous sur ce qui est vieux, et puis les gens n'en parlent plus. Mais les vrais problèmes sont là. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il a démissionné. Effectivement, le président Goumbédi a démissionné de ce gouvernement, de général Mathieu Kérékou, parce qu'il a estimé que ses propositions pour faire avancer le pays n'étaient pas prises en compte. Et il n'est pas dans notre pratique au Bénin, les gens n'aiment pas démissionner parce qu'ils trouvent des intérêts dans le gouvernement, ils ont des intérêts de part et d'autre, ils ne veulent pas quitter. Même si on tape sur leur tête, ils restent. Ce n'est pas normal. Le président Goumbédi a pris la décision de dire je ne veux pas être comptable de ce que vous êtes en train de faire. Je me retire. Ça, c'est une démission noble, une démission responsable, une démission bien appréciée. Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose que vous ne vous sentez pas très bien dedans. Et il a fait tout simplement pour laisser les autres gérer. Mais je ne sais pas pourquoi tout le temps les gens parlent de ça, parce que la démission n'est pas béninoise, c'est ça, c'est ce que je comprends. Est-ce que c'était la même Parce qu'il y a des ministres dans le gouvernement, oui. On tape sur leur tête, on dit ceci, cela, et ils ne veulent pas bouger. Vous le connaissez, il y en a plein. Il y a des ministres sur lesquels on tape.
Il y en a plein, mais je ne veux pas citer les noms, mais nous savons tout ce qui se passe là-bas. Les gens attendent de sortir de gouvernement, de les faire sortir, mais eux-mêmes ne veulent jamais prendre le risque ou bien la responsabilité de démissionner. Et ce que Ngbeyi a fait, c'est honorable. Alors, est-ce que c'était la même chose à la mairie de Porto-Novo? Oh, mais la mairie de Porto-Novo, c'est un vieux dossier, cette affaire. Oui, la mairie... vieux, apparemment. Mais oui. Bon, encore que c'est une réalité. Non, mais je vais vous expliquer. Allez-y. J'étais de ceux-là qui sont allés vers le président Ngbeyi pour lui demander de venir nous aider. Parce que le président Ngbeyi incarne une certaine force politique. Quand il est sur une liste, la liste marche. Nous avons dit, il fallait voir dans le temps, il y a mon frère aîné Josso Gaston qui était candidat à la municipalité de Porto-Novo et il déversait beaucoup de moyens sur le terrain. Mais nous avons voulu, je suis de ceux-là, je n'étais même pas député, on a été demandé pardon au président Ngbeyi de venir conduire la liste pour nous aider à avoir le plus grand nombre de conseillers. Ça n'a pas été facile. Plus de 2 ou 3 mois, on était en train de le bouger, de l'enquiquiner, de lui demander de tout faire pour nous aider. Il dit, mais je ne veux pas être maire, pourquoi vous me demandez d'être candidat? Nous avons dit, monsieur le président, il faut nous aider à être candidat. Ça va vous permettre, d'abord, que vous allez mouiller les maillots et quand les gens vont voir le nom de Ngbeyi sur une liste à Porto-Novo, vous savez, c'est un ras de marée. Les gens votent sans réserve. Ça dit que le PSD, les gens votent que Ngbeyi. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux-mêmes au sein du Non, PSD. non, ce n'est pas que les gens votent pour Ngbeyi. Ça dit, il y a le parti qui est là. Oui. Mais le chef de parti, c'est lui. Mais tout le monde doit être à même même si quelqu'un n'est pas peut-être pour un candidat, puisque c'est un scrutin de liste et pas arrondissement. Et si quelqu'un n'est pas pour un candidat et il voit que le président Ngbeyi est là-bas, mais les gens ont souvent l'habitude de voter sans réserve. À croire encore que le président Ngbeyi n'est pas... c'est pas un scrutin de liste pour la ville. C'est un scrutin de liste par arrondissement. Ngbeyi est d'un arrondissement de Porto-Novo. Et si on doit parler, on dira extrêmement que pour cet arrondissement. Mais en le voyant sur une liste comme ça, ça encourage les gens à faire. C'est ce qui a été fait. Et il nous a dit, bon, il va conduire la liste. Et dès qu'il a conduit la liste, il a fini sa mission, il s'est retiré pour laisser le poste à un militant qui aspirait à ce poste et que les conseillers ont accepté sa candidature. Voilà ce qui s'est passé. Alors, mais si les gens reviennent sur ce dossier-là, moi je ne sais pas, peut-être ils n'ont rien à trouver à dire, c'est ça. Oui, mais l'autre aspect également de la chose, c'est que pendant que Maître Adi Ngbeyi était président de l'Assemblée nationale, là, il aurait conféré ses pouvoirs d'ordonnateur de budget à son premier vice-président. Vous savez, oui. C'est une affaire de confiance. C'est ça. Le président Ngbeyi a placé sa confiance à son vice-président, à son premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une affaire de confiance. Si vous avez... Il en a fait 2 fois. Il a fait, quand il était première fois président de l'Assemblée, à Bruno Amoussou, qui était son premier vice-président. Il a fait pour la seconde fois, quand Saka Lafia était son premier vice-président. Mais c'est une affaire de confiance. Si vous avez la confiance que ceux qui vous suivent, ceux avec qui vous êtes, vont gérer au mieux la chose, mais vous déléguez votre pouvoir à ceux-là. Mais reste à ceux-là de bien faire. C'est ça l'essentiel. Et ça, ce n'est pas une démission. Les tests sont là. Dans un responsable a toujours même le chef de l'État peut déléguer ses pouvoirs à un ministre d'État ou à un premier ministre. Ça, c'est clair. Je crois que ça, ce n'est pas une démission de sa fonction, ce n'est pas autre chose, mais c'est une affaire de confiance. Alors, lorsque nous revenons également, toujours au propos de Rachid Badamassi, il aurait indexé les honorables Bruno Amoussou et Lazare Sekweto au sujet donc de leur gestion quand ils étaient aux affaires sous le régime du général Mathieu Kérékou. Et juste après cela, les 2 députés ont écrit au chef de l'État pour demander à ce qu'il soit contrôlé. Comment est-ce que vous appréciez? Mais je vous ai dit, mais ceux qui ont écrit, si ils
sont coupables et ils ne vont pas écrire. Parce que tu ne peux pas demander à un bourreau de venir te couper la tête si tu n'es pas coupable. C'est des gens responsables. Et Lazare Serouto, tout le monde le connaît. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un responsable d'un parti politique. Il a été plusieurs fois ministre. Et le président Bruno Amoussou, tout le monde le connaît, président d'un parti politique. Il a été plusieurs fois ministre. Et il a occupé de hautes fonctions dans l'appareil de l'État avant d'occuper des fonctions politiques, des fonctions techniques par rapport à sa qualification d'ingénieur agronome. C'est le premier sorti des écoles d'outre-mer pour gérer notre pays. Je crois que les gens, ceux-là, ces responsables-là, ont vu que c'est un acharnement gratuit contre leur personne. Et ils ont pris la responsabilité eux-mêmes d'écrire au gouvernement pour dire « venez me contrôler ». Ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont députés, les gens ont dit qu'ils ont l'immunité parlementaire, non. Combien de députés ont écrit au gouvernement de dire de venir me contrôler? Il y a des gens au Parlement qui ont commis des malversations au niveau de leur gestion des sociétés d'État et autres, mais ils n'ont jamais pris ce courage-là ils n'ont jamais eu ce courage-là de le faire. Donc les gens, ces responsables-là n'ont pas peur de ce que les gens ont raconté. C'est des débats de bas niveau, c'est des accusations calomnieuses, je dois dire. C'est pourquoi ils ont écrit pour demander au chef de l'État de venir. Le chef de l'État peut prendre des mesures, écrire à la justice pour dire « je demande au juge d'envoyer au président de l'Assemblée nationale de demander la levée de l'immunité de ces députés-là. » Ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de tout ça là. C'est pourquoi ils ont écrit. Il reste au président de la République de réagir. C'est à lui de réagir. Et parce que les gens, ils ont eu un courage. C'est des gens courageux, des gens responsables. Et ils savent de quoi ils parlent. Et ils savent ils connaissent leurs dossiers. Ils connaissent leurs limites. Ils connaissent leurs responsabilités. Ils savent ce qu'ils doivent faire dans des cas de ce genre. C'est pourquoi ils ont librement écrit sans crainte. Voilà. C'est un acte de courage et de responsabilité. Alors, dites-nous, nous allons rester toujours avec les députés. Cette fois-ci à l'Assemblée nationale, on a appris que le député Sefou Fagboumou aurait adressé une requête au président de l'Assemblée nationale, mais qui aurait refusé donc d'accorder, parce que lorsque le richissime homme était incarcéré, son chauffeur était là, et puis on demande aujourd'hui à ce qu'il soit rémunéré, ne pas les arriérés. Est-ce que c'est... Monsieur le journaliste, oui. Mais c'est des questions simples. Oui. Je ne sais pas pourquoi des gens font de polémiques autour de cette affaire. Le président Fabon était un citoyen ordinaire, mais un grand responsable de parti politique et un homme visible sur le plan national et international. Mais il est devenu député de la nation béninoise. Mais les droits et les devoirs d'un député, on doit l'écarter pour dire que, bon, parce que je suis contre toi, tu n'as pas besoin de ça. Nous avons droit à un garde de corps. Nous avons droit à un chauffeur. Tout cela sont pris en compte par le budget de l'Assemblée nationale. Et le budget a été confectionné en tenant compte de ces... de tous les chauffeurs des députés. En tenant compte du personnel de chacun des députés. Bon, ceux qui sont responsables des structures du Parlement, président de commission, président de groupement, de bureau, ils en ont plus. Mais le plus simple, c'est comme les députés que nous sommes. Le député Landa, je dois dire, qui n'a pas une responsabilité. D'ailleurs, moi, je suis le vice-président de mon groupe parlementaire. Mais le député Fagbon, son chauffeur a droit à son salaire et ses indemnités. Son garde de corps aussi a droit à son salaire et à ses indemnités. Puisque le garde de corps, lui, il est sorti, il a été dégagé pour servir un député. Il est d'abord militaire, il a son salaire de militaire. Mais eux, là-bas, ils ont des avantages, des indemnités. Ça, c'est comme ça les gardes de corps. Il peut être policier, gendarme, militaire et paracommando, etc. Mais pourquoi on ne veut pas donner ces avantages aux gardes de corps et aux chauffeurs de député Fagbon? Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'avait pas fonctionné à son temps. Mais parce qu'il n'a pas été élu, il n'avait pas fonctionné. Son absence, un combat qui? Au gouvernement.
parce qu'il a été maladroitement, sans fondement, incarcéré. Mais dès qu'il a été élu député, il bénéficie de ses avantages. Il n'y a pas de question pour ça. Bon, les gens veulent le faire pour créer un autre problème, parce qu'on voit que Fagbon est de l'opposition. Il ne faut pas lui donner ses avantages, surtout pour son chauffeur, surtout pour celui qui assure sa sécurité. C'est extrêmement grave. C'est ça qui fait qu'à ce jour, le salaire des députés n'est pas payé. Les indemnités des députés ne sont pas payées. Depuis combien de mois? Mais non, pour le mois en cours, parce que je dois te dire, jusqu'au 25, au plus tard, le traitement est fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 30, je crois. Hein? Oui, au 30 août. Mais rien n'a été signé. Le président de l'Assemblée a refusé de signer le salaire. Même pour les pauvres fonctionnaires de l'Assemblée. Qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est par rapport à ce dossier que vous venez d'évoquer. Par rapport à ce dossier, il dit que lui ne veut pas signer qu'on paye les avantages à ces deux agents qui servent le député Fagbon. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Alors, parce que Fagbon est de l'opposition et on profite de ça pour vouloir lui créer des députés ou pour vouloir l'empêcher de rentrer dans ses droits, pour l'empêcher de jouir de ses avantages parlementaires, alors qu'il est député élu à part entière, comme nous tous. Moi, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous taire? Ah ben nous, on ne va pas se taire. C'est un débat qui va crever l'œil tout à l'heure. Quand il y aura l'ouverture de la prochaine session. Et d'ailleurs, nous allons formuler des questions pour interpeller le président de l'Assemblée nationale. Il y a un débat qui va crever l'œil tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vrai. On ne peut pas laisser. Ce n'est pas parce que Fagbon est de l'opposition qu'il faut le traiter de cette manière-là. Un député est un député. Tous les députés sont égaux devant la loi. Maintenant, il y a des gens qui ont plus de responsabilités que l'autre. Ça, les textes sont clairs. Le règlement intérieur est clair là-dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi on va le traiter comme ça, parce qu'il est de l'opposition, parce qu'il ne soutient pas l'action du gouvernement. Ce n'est pas une raison. Vraiment, tel que le pays se gère, hein, nous sommes en train d'aller à des risques de mécontentement, de soulèvement de notre population. Ce n'est pas bien. Alors, nous avons remarqué ces derniers temps que les députés sont actuellement sur le terrain et à travers des commissions, département par département. Quel est le but de cette descente? Oui, les députés, depuis un certain temps, les populations réclament la descente des députés. Bon, chaque député descend régulièrement dans son fief. Mais les gens veulent que les députés sortent en groupe pour expliquer ce qu'ils font au Parlement. Je crois qu'au vu de ça, il y a déjà eu une descente des députés dans tout le pays. Mais cette fois-ci, on a réparti le groupe en deux. Il y a les députés du Borgou à Libori, de l'Atakora et des collines qui ont commencé le 13 pour finir le 23. Et les députés de Lemay Plateau, Monokoufo, Atlantique Littoral, ont commencé le 24. Donc, il y a deux groupes. Mais cette fois-ci, chaque député reste dans sa circonscription électorale, dans son département d'origine. Oui. C'est ce qui a été fait. C'est pour expliquer le mandat et mission du député à l'Assemblée nationale, à la nation, à nos populations. C'est ce qui a été fait. Et il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée et certains députés certaines populations, certains citoyens ne comprennent pas le contour de ces lois-là. Nous sommes descendus pour leur expliquer ça. Et on leur a donné l'occasion de poser toutes les questions. Par exemple, dans le département de Louémé Plateau, nous avons échangé sur des points de vue et des préoccupations des conseils communaux et municipaux sur le mandat et la mission d'un député. Nous avons parlé de la loi sur la LEPI. Et nous avons parlé de la loi 2006-04 portant conditions de déplacement des mineurs et répression sur la traite d'enfants en République du Bénin. Parce que nous avons constaté que nos enfants
sont déplacés vers les pays voisins, le Nigeria, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, pour être maltraités. Des mineurs hein, qui n'ont pas l'âge de travailler. Et ce phénomène-là continue sans cesse, malgré les sensibilisations et autres. Nous-mêmes, députés, nous avons vu qu'il faut descendre pour parler à nos populations, que c'est un danger et que ça dépeuple notre nation. Et que ces enfants-là, qui sont appelés à prendre la relève de nos administrations, sont en train d'être maltraités, tués, détruits. Parce que là-bas, on utilise les femmes, les jeunes femmes les plus belles pour ce que vous connaissez. Ils viennent avec la maladie du siècle. Ou bien les hommes sont surexploités. Ils meurent ou bien ils reviennent malades, tout ça. Nous avons dit, ce n'est pas seulement les nantis qui vont envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout le monde. Tout le monde doit aller à l'école. Je vais vous donner des exemples rapidement. Moi, j'étais là un jour. Mon oncle a amené une de mes cousines auprès de ma maman pour l'aider à faire les travaux domestiques, à revendre les choses. J'ai dit à ma maman que l'enfant a fait 3 mois avant que je n'arrive au village. J'ai dit à ma maman, non, c'est pas possible. La fille là doit mettre pied à l'école. Si elle va à l'école, elle n'arrive pas à avancer, elle peut revenir faire autre chose. Mais elle doit connaître l'écriture quand même. Mais tu sais, cette fille-là, aujourd'hui, elle passe en 4e avec 16 de moyenne. Alors qu'on allait perdre cette valeur-là pour dire, bon, elle va rester pour vendre avec ma maman et c'en est fini. Quelque temps après, elle va se marier et c'est fini. Donc, on a vu beaucoup de cas comme ça. On a dit vraiment, c'est la maltraitance des enfants et que nous avons pris la loi pour expliquer ça à l'opinion nationale sur cette question. Alors, au-delà de cette mission, M. Bedigat, oui. Au-delà donc de cette mission, est-ce que vous pensez que le message des députés sera le même? Est-ce qu'il n'y aurait pas des connotations politiques? Est-ce que vous n'allez pas profiter pour... ça veut dire quoi, je parle? Bon, mais ce que vous dites est clair. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de ces genres de paroles dans ce que nous disons. Bon, vous, journalistes, vous suivez avec attention tout ce que nous faisons au Parlement, à l'intérieur de nos populations. Et effectivement, des gens profitent de ça pour faire l'éloge du gouvernement. Mais j'ai dit, mais attention, nous ne sommes pas venus ici pour faire la campagne, pour faire la campagne du gouvernement, pour faire l'éloge du gouvernement. Nous sommes venus ici pour expliquer clairement un certain nombre de préoccupations à notre nation. Ce n'est pas ça. Il y a eu effectivement, les gens veulent quand même profiter de ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres départements. Mais nous, on a eu quelques paroles par rapport à ça. À Djong, oui, à Djong. Tu sais, tu connais le problème d'Adjong, la route à la promisérité, tout ça là. Les gens ont posé ce problème-là. Mais quand nous, on voulait donner l'explication, certains de nos collègues ont pris la défense du gouvernement. Hein, tu vois? Alors que cette route-là, depuis un certain nombre d'années, la route est restée comme ça. Même on a même vidé les travailleurs de la route et on a laissé le chantier comme ça. Les gens ont posé des problèmes. Et nous avons le devoir de leur donner des explications parce que nous avons déjà fait des questions orales au gouvernement avec débat sur cette affaire de la route à Promisérité Péréquois. Nous avons fait plusieurs descentes, 2 ou 3 descentes des députés sur le terrain. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette route-là est restée sans suite. Ça n'a pas bougé, mais la population est extrêmement mécontente. Mais on attend de prendre le chef de l'État au mot parce qu'il a encore donné une nouvelle échéance tout à l'heure. On verra ce que ça va donner. Alors qu'il faut voir la population de la vallée souffre. Si tu vas régulièrement dans ces milieux-là, tu vas voir. C'est pas que par exemple, nous, on a des véhicules 4x4. Ceux qui ont leur moto, ceux qui ont leur petite voiture, vraiment, c'est une souffrance atroce. Nous avons posé problème, mais les gens voulaient profiter de ça pour faire le lieu du gouvernement. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas venus pour ça. Et nous avons donné la vraie version. On a donné chiffre par chiffre ce qu'on a mis dans chaque budget pour cette route-là. Voilà un peu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres départements, mais je suis sûr, j'ai eu des informations auprès de nos collègues. Ça a été la même chose. Les gens voulaient profiter de cette occasion-là pour faire leur campagne électorale. Mais nous, on a fait notre travail dans la légalité. Parce que nous savons que le moment venu pour la campagne, nous allons descendre pour parler de la campagne.
pour parler de notre projet de société, de ceci, cela. Nous avons le temps pour le faire. Nous ne voulons pas être en perpétuelle campagne, tous les jours en utilisant les moyens de l'État, et pour dire que nous faisons ci, nous faisons ça. On a même parlé des crédits, comment on appelle ça, des microcrédits aux plus pauvres. Les gens profitaient de parler de ça. Nous avons dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la chose. Un gouvernement a un programme, et le gouvernement marche sur son programme. Et qu'il appartient aux structures politiques, les partis politiques, de dire ce qui ne va pas et ce qu'on pourra faire. Comme le président Mbeki l'a fait la fois dernière. Il a fait des critiques et il a proposé des solutions à l'appui. Nous ne faisons pas seulement les critiques. Voilà en bref ce que je dois te dire par rapport à cette tournée-là. Mais la population est contente parce que c'est une occasion pour eux de voir une dizaine, voire quinzaine de députés ensemble se déplacer dans les communes pour expliquer. Alors, dites-nous, nous allons rester dans le même plateau. Apparemment, en ce dernier moment, il y a un mauvais vent qui souffle sur la tête des maires. Presque tous les maires sont menacés de destitution. On a connu le cas de Dangbo qui a échappé de justesse à une destitution. Que se passe-t-il? Non, mais le problème, ce qui est prévu par le test, on ne peut pas refuser de l'appliquer. Le test a été voté à l'Assemblée et que, tu sais, dans un terrain politique, tous les coups sont bons. Et on dit que ce maire a détourné 2,6 millions. Alors que je le connais bien, ce maire, je le connais très bien, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais il a occupé de hautes responsabilités dans ce pays où il a géré des milliards. Mais aujourd'hui, on dit qu'il a détourné 2,6 millions. C'est de l'argent, ça, là. Mais on tient ça pour dire, oh, il faut le destituer. Non, mais ça... moi, j'ai fait une descente dans la commune. Oui, même si c'est dit. Non, mais attends. Oui. J'ai fait une descente dans la commune. J'ai des entretiens avec lui. J'ai des entretiens avec certains de ses conseillers qui sont mes amis. Qui sont des militants du parti, de mon parti. Mais ils nous ont expliqué clairement. Parce qu'il y avait une gestion passée. Et le maire voulait mettre à nu la gestion de son prédécesseur. Et les gens, ne voulant pas accepter ça, courent déjà pour lui coller ce qui n'est pas juste, pour l'empêcher d'aller au bout de son initiative. Voilà. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu beaucoup de journaux qui ont dit des choses, tout ça. Je me suis rapproché d'eux. Ils m'ont parlé. J'ai eu la chance d'interroger aussi un des membres du camp adverse. Ils m'ont parlé aussi. Mais cette affaire, c'est une affaire politique. Parce qu'on estime que le député Fikara, il est de Dangbo. Et il est de l'opposition. Et que le maire est de son parti. Et les gens veulent tout faire pour lui arracher. Vous savez tout ce qui s'est passé pendant les élections communales et municipales. Tout ça là. Mais c'est à la Cour suprême que vous allez trouver votre siège. Ce n'est pas sur le terrain. On sait ce qui s'est passé à la Cour. Il y a eu un mauvais exemple du résultat de la Cour la fois dernière. J'ai fait une descente à la Cour pour interroger un certain nombre de juges sur la question. Par exemple, dans ma commune, plus précisément dans mon arrondissement, la Sénat n'a pas donné le résultat de 2 villages. La Sénat n'a pas donné le résultat de 2 villages. Et ça s'est passé un peu partout sur le territoire national. Ça fait plus de 300 et quelques villages qui n'ont pas connu leur résultat. Et on nous a appelés, il y a de cela 3 mois environ, pour dire qu'il y aura reprise dans un village. Nous avons dit, mais pourquoi il n'y a pas la reprise? On ne peut pas faire les 2 reprises en même temps. On a dit non. La Sénat nous a dit, le responsable de la Sénat, du SAP Sénat nous a dit que c'est ça que la Cour a envoyé d'abord. Donc on est allé aux élections, on a fait cette élection-là, cette reprise-là. Parce que le résultat n'existe nulle part. Mais il y a 3 semaines, on nous a envoyé un papier pour dire que dans le second village, que la Cour a tranché. La Cour a tranché et a donné 5 sièges à la liste FCBE et 2 sièges, parce qu'il y a 7 sièges dans ce village-là, et 2 sièges à la liste PRD. Mais j'ai dit, mais ils ont trouvé le résultat où? Ils ont trouvé d'abord la procédure et la loi 67, loi 21 PR, qui organise la Cour suprême, l'a dit. Mais pour une décision, pour un arrêt de la Cour suprême, je dis bien, pour un arrêt de la Cour suprême, les 2 parties
doivent être présents. Les deux parties sont là. Mais on n'a appelé aucun des nôtres et on a appelé l'autre camp et ils ont fait leur jeu et puis ils ont dit que c'est comme ça. Nous on a 2 sièges, les autres en ont 5. Et j'ai dit, mais j'ai été interrogé les juges de la Cour, certains juges, ils ont donné leur raison. Parce que vous savez, la décision de la Cour suprême est sans recours. Les gens profitent de ça pour faire de ça et ce qu'ils veulent. J'ai dit ça devant le juge que j'ai rencontré. La dame que j'ai rencontrée, je lui ai dit ça. J'ai dit, mais la procédure n'a pas été respectée. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné les 5 sièges aux autres que je conteste. Mais la procédure, il y a une procédure qu'il faut prendre pour trancher. La procédure n'a pas été respectée. Et on nous donne l'arrêt pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà un peu des cas qui me font dire que c'est à la Cour suprême que vous allez trouver votre siège si vous êtes candidat à une élection. Ce n'est plus sur le terrain. C'est grave pour notre pays. Alors, 13 députés ont interpellé le chef de l'État au sujet d'achat d'armes de guerre et également au sujet d'un certain nombre de choses. Vous êtes signataire de cette question adressée au chef de l'État. Qu'en est-il? Rappelez-moi la question, s'il vous plaît. La question, vous avez adressé une question orale au gouvernement, à son chef. Vous avez demandé à ce que le chef d'État s'explique sur l'achat d'armes de guerre. Oui. Vous êtes signataire je ne suis pas signataire, mais de toutes les façons, c'est le rôle des députés pour contrôler l'action du gouvernement. Bon, si aujourd'hui les gens meurent de faim, les gens n'ont pas un petit pain pour manger, et on va mettre des milliards dans l'armement, pour faire quoi? Pour faire quoi? Au nom de la République. Au nom de la République. Oui. Mais la République n'est pas en danger. Nous n'avons pas de conflit. D'ailleurs, les petits conflits que nous avons avec nos voisins, ils n'ont pas pu régler ça jusqu'à aujourd'hui. Avec l'île de l'été, avec nos voisins du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso. Le truc est là. Oui, vous avez dit gouverner, c'est prévoir. Donc, mais gouverner, c'est prévoir. Mais ça, c'est. Il y a une autre idée qui est derrière cette affaire-là. Allez-y. Il y a une autre idée qui est derrière cette affaire-là. Mais sortez des milliards. Nous avons demandé nous-mêmes pour dire d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais sortir des milliards pour aller acheter des armes de guerre tout de suite et à une période que vous connaissez. À une période déjà où le gouvernement fait monter la tension. Parce qu'eux, ils sont en campagne perpétuellement sur le terrain. Pendant ce temps, et ils utilisent les moyens de l'État. Je te dis, ils utilisent les moyens de l'État, les frais de mission, les véhicules de l'État, les carburants et autres. Ils utilisent les moyens le personnel de l'État, les militaires qui vont avec eux, tout ça. Nous, de l'opposition, nous sommes là. Et nous, on attend. Parce que nous sommes des légalistes. Nous attendons le moment où les tests vont nous dire allez, il est temps d'aller. C'est à partir de tel moment qu'il faut descendre sur le terrain pour faire campagne, pour faire connaître votre projet de société. Nous, nous sommes là pour attendre. Mais les autres doivent se comporter de la même manière. Puisque le chef de l'État, lui, il est sur le terrain à tout moment, à toute heure. Mais est-ce qu'il a le temps d'étudier les dossiers du gouvernement, les dossiers de son État? Ça vous fait peur quand le chef d'État est sur le terrain? Non, mais cela aller au contact non, écoutez, cela ne nous fait pas peur. Alors. Cela ne nous fait pas peur. Oui. Mais nous voulons que le président des Béninois, le premier des Béninois, puisse travailler consciencieusement sur des dossiers de la nation. C'est pourquoi la fois dernière, il dit que lui ne va pas en conseil des ministres. Parce qu'il est partout en campagne, nuit comme de jour, avec les ministres. Mais qui sont ceux qui vont faire le travail? Quand vous êtes président de la République, vous avez un ministre d'État qui va vous représenter. À part ça, vous avez les ministres du gouvernement, vous avez les conseillers techniques, vous avez les directeurs de cabinet qui vont faire le travail. Mais le chef de l'État fait le travail d'un planton. Il va faire le travail d'un planton. Ce qu'on peut dire à un planton d'aller faire, lui court pour aller faire ça. Est-ce qu'il aura le temps vraiment? Il est un homme comme tout autre. Est-ce qu'il aura le temps vraiment d'étudier les dossiers en conseil de ministre, en conseil de cabinet, avec ses conseillers techniques pour dire, voilà mon avis sur tel ou tel dossier. Il est un intellectuel de haut niveau. Donc, et on ne peut pas dire qu'il ne peut pas connaître les dossiers. Il doit lire les dossiers aussi, donner son avis technique sur les dossiers et son avis politique sur les dossiers.
Mais quand il est partout, mais il est un homme, il n'est pas 10 hommes à la fois. Est-ce que ce n'est pas sa volonté de bien faire? Non, mais les ministres font quoi? Les directeurs de cabinet font quoi? Les conseillers techniques vont faire quoi? Les directeurs départementaux, ils vont faire quoi? Leur rôle, c'est ça. Leur rôle, c'est ça. Ils sont là au bureau seulement et quand on dit que le chef de l'État vient ici, ils sortent pour l'accompagner. Est-ce qu'ils ont le temps de s'occuper de leur travail qu'il faut pour faire avancer la nation? Ben, ce n'est pas parce que je suis président de la République et je fais les choses à la va-vite, sans un contrôle, chacun mange dedans et tout le monde tourne autour du chef de l'État pour dire oui, le chef de l'État est bon, le chef de l'État est bon. Ça, ce n'est pas une vérité. Là où nous sommes, nous, même en tant que députés, pour notre président, nous avons souvent des occasions, on se retrouve à dire à président, ça là, ce n'est pas bon. Ça là, c'est bon. Ça là, on peut faire ça. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que je suis député du parti que tout ce que on va nous proposer, nous avons dit que oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On ne veut pas construire. Il faut faire l'autocritique, il faut la critique et l'autocritique. Quand vous avancez, vous arrêtez à un point pour dire, allez, ce que je fais là, je vais faire le bilan. Mais ce n'est pas ça dans ce gouvernement. Il y a un nombre interminable de chargés de mission, un nombre interminable de conseillers techniques, un nombre interminable de conseillers spéciaux, un nombre interminable de je ne sais quoi, kilométrique de gouvernement. Et puis, le pays ne fonctionne pas. Et tout ce qu'on entend, c'est affaire de détournement. Affaire de détournement. Affaire de détournement. Alors, en quoi? On a même demandé, et l'Observatoire de la lutte contre la corruption a demandé au gouvernement de convoquer une session extraordinaire pour voter la loi qui régit cette structure, cet appareil-là. Mais jusqu'à ce jour, tout le monde contourne. Tout le monde contourne. Alors le Bénin est le premier pays qui a pris cette initiative. Et aujourd'hui, tous les pays de la sous-région sont en avance. Ils ont voté leur loi, comme le truc du médiateur de la République. Et ils ont voté leur loi. Et quand on va dans les réunions internationales, mais le Bénin est toujours en retard. Quand le Bénin parle la moitié, on dit bon, on n'a pas encore voté notre loi. Donc notre structure n'existe pas. Hein? C'est ça qui a fait la fois dernière que le Bénin devait prendre la tête de la lutte contre la corruption dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO. Mais finalement, le ministre du gouvernement, qui est un Béninois, qui doit défendre les intérêts de son pays, un ministre du gouvernement qui doit défendre les intérêts de son pays, dit non, il faut laisser ça au Nigeria. Il faut laisser ça au Nigeria. Alors que tout le monde était prêt pour donner ça au Bénin. Parce que on parle de notre démocratie, de notre liberté, de la gouvernance, de critères, de l'autorité, de cette structure-là, ce que nous faisons sur le terrain. On dit, il faut donner ça au Bénin. Il l'a dit. Vous étiez là. Non, mais j'ai un représentant qui est là. Et Jean-Baptiste Elias était là. C'est lui qui est parti avec 2 autres de nos collègues pour siéger à cette conférence, à cette rencontre-là, avec un ministre du gouvernement. Et le ministre dit non, il faut donner ça au Nigeria. Alors que tous les autres membres, les 16 pays, disent que c'est le poste pour le Bénin. Mais est-ce qu'il y a le nationalisme dans ce que nous faisons? Alors, puisque vous parlez de la loi sur le médiateur de la République, cette loi... Mais le chef de l'État, a déjà reçu la lettre qui lui demande de faire convoquer une session extraordinaire des députés pour faire voter cette loi, pour donner une base juridique à cette structure. Oui. Alors, puisque nous parlons de la loi sur le médiateur de la République, cette loi, aussitôt votée, a été aussitôt promulguée par le chef de l'État. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a contre-attaqué l'article 7 de cette loi. Le médiateur a été installé. Alors, y a-t-il un problème juridique qui se pose? Il y a véritablement un problème juridique. Personne n'est contre le... C'était un médiateur à la présidence de la République. Et la Cour a cassé en son temps pour dire que ça n'existe pas. Parce que c'est une structure qui a été montée par décret pris en Conseil des ministres. Mais la Cour a dit que ce n'est pas légal. Ce n'est pas une structure légale. En ce moment-là, il faut donner une base juridique à la structure. Et c'est ça qui a fait que la loi est arrivée à l'Assemblée nationale. Et les députés ont voté cette loi pour donner effectivement une base juridique à cette structure. Mais, vous savez, la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois. Avant la promulgation, le dossier est allé au niveau de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a jugé un article contraire à la Constitution. Qu'est-ce que l'article disait? L'article disait que si vous êtes membre d'un parti politique, vous ne pouvez pas être médiateur de la République. Ou vous démissionnez de votre parti politique. Et c'est pour donner une certaine neutralité à cette fonction que la loi a prévu cet article-là pour régler cette question. Mais la Cour a dit que c'est contraire à la loi. Bon, si la Cour dit que c'est contraire à la loi, vous connaissez, la Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité des lois, mais quand elle dit que un article est contraire à la Constitution, il n'y a plus de recours. En ce moment, on doit retourner le dossier à l'Assemblée pour la mise en conformité de cette loi. Et reprendre. Puisque la loi, nous avons voté avec l'article 7. L'article 7 a été voté dans l'entièreté de la loi. Et maintenant, la Cour a déclaré cet article contraire et on doit attendre que le dossier retourne au Parlement pour la mise en conformité de ce texte avant d'installer la structure. Personne n'est pressé pour dire... Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Bon, voilà que la Cour n'a rien dit. Bon, on a toujours dit de la Cour ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Sinon, la Cour devait déclarer encore contraire le serment fait par le médiateur de la République. Personne n'est contre la structure, mais que la structure ait une base juridique légale. Tout le problème est là. Je crois qu'on doit retourner ça, mais ce n'est pas le cas. Bon, je ne sais pas dans quel secret. Je ne suis pas dans le secret du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une certaine précipitation pour le faire, alors que nous avons tout le temps. Puisque cette affaire existait depuis plus de 2 ans, sans une base juridique, mais ça fonctionne. Pourquoi on s'empresse maintenant de le faire, alors que la Cour a dit que c'est ce que nous sommes en train de dire tous les jours, ça. Que le gouvernement viole allègrement les textes de la République. Ce n'est pas normal. Nous avons tous voté la Constitution de 12 décembre 1990. 11 décembre. 11 décembre 1990 pour le fonctionnement de l'État. C'est notre Bible. Hein? On doit la respecter. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, on ne respecte pas les textes et le gouvernement est au devant de la violation permanente des textes de la République. C'est extrêmement mauvais et grave. Alors, nous allons rester certainement, mais cette fois-ci, nous irons au niveau donc de la LEPI. La MIRENA, la mission indépendante du recensement électoral national, a approfondi. Les membres ont prêté serment cette semaine. Alors qu'au même moment, au niveau du comité politique de supervision, il y a un recours devant la Cour constitutionnelle au sujet donc, du représentant de cette société civile au sein donc, de ce comité. Est-ce que que va-t-il se passer? Est-ce un pas vers la réalisation de la LEPI? Oui, effectivement, il y a eu plusieurs recours. Ce n'est pas un seul recours. Il y a eu un recours d'abord contre la société civile qui siège au sein de la CPS, la Commission politique de supervision. Parce que la Commission politique de supervision est composée de 15 membres, 9 députés, une société civile, un magistrat, un avocat, enfin, il représente l'ordre des avocats, l'autre représente l'association des magistrats et 2 membres du gouvernement. Et il est prévu dans la loi, en son article 43, que la composition de l'organe de la mission indépendante de recensement électoral national approfondi est composée de 9 techniciens. Un démographe, un sociologue, un statisticien, un gestionnaire planificateur, un cartographe et un informaticien, un spécialiste des questions électorales, un spécialiste de la technique biométrique. Je crois que ça fait déjà les 9 personnalités que la CPS doit recruter pour continuer le travail. Parce que c'est eux les techniciens qui vont faire le travail. Mais nous avons fait le travail. On a dépouillé déjà pour les 9, mais un appel n'a pas été fructueux. C'est-à-dire le spécialiste des questions d'élection. Et donc, on a relancé. Les 7
les 8 autres sont allés prêter serment. Je crois que nous sommes dans la droite, nous sommes en retard. D'abord, on a eu un retard de 5 mois. Puisque les bailleurs de fonds nous avaient dit, je crois avoir donné des explications sur cette affaire ici. Les bailleurs de fonds nous avaient dit que après le 2 mars, la LEPI n'est plus possible. Mais ces mêmes bailleurs de fonds disent, bon, même après 5 mois de retard, ou bien 3 mois de retard, on peut rattraper. Ça fait plus de 16 milliards. Et ils ont pris l'engagement de donner un peu moins de, enfin disons 4 milliards environ. Parce que le gouvernement va donner 2,5 milliards. Mais ces bailleurs de fonds là, on dit on peut le faire. Bon, on est d'accord, on peut le faire. Nous sommes d'accord, on peut le faire. Mais le processus est déjà en retard. Et c'est dans ce cadre-là, on a fait prêter serment au 8 au lieu de 9. Oui. C'est le processus qui continue. Mais le danger qui guette la chose, tu sais, c'est une structure technique et politique. Une structure technique et politique. On doit faire la répartition des postes des 2 camps. Bien, puisque la société civile est une personne neutre, les autres. Mais il y a les gens de l'opposition et les gens de la mouvance. Tout le monde doit avoir le même regard sur le fonctionnement de cet appareil-là. Donc ce problème-là est en train d'être posé, qui se pose très très doucement. La société civile qui a été désignée, c'est une désignation que moi je peux appeler pirate. Comme quelqu'un l'a dit, les jeunes de la mouvance disent que c'est un communiqué pirate. Il y a eu une bonne désignation. C'est-à-dire, ils ont fait une assemblée générale dans le premier temps pour désigner les gens. Le ministre a fait convoquer une autre assemblée générale à Dassa pour faire encore une nouvelle désignation. Mais moi, vraiment, je ne comprends pas les structures, les textes qui régissent la société civile. Si bien qu'il y a problème. Aladatin était désigné pour le premier. Après, on a désigné mon collègue Tchibenou, qui travaille avec nous, qui travaille bien avec nous, qui fait bien son travail. Mais il appartient à la cour de statuer, mais de dire le droit. Et nous sommes en retard. Ça fait ils ont saisi la cour, ça fait plus de 2 mois. Il n'y a pas eu de réaction. Jusqu'à ce jour. La cour dit qu'on n'a pas lui intimé. Mais écoute, c'est à la fin, il va donner sa décision. Ça va servir à quoi après? Si on veut confirmer notre collègue Tchibenou, il faut qu'ils aillent le confirmer. Si on doit invalider son siège, il faut que son siège soit invalidé pour que le monsieur soit tranquille. Donc je commence rapidement par Eman Metton qui a parlé des élections de 2011. Non, pas de 2011. Il a parlé des élections communales et municipales. Oui, est-ce que 2011 vous rassure? Nous rassure. Je crois que ce que nous avons vu pendant les élections, ça fait bientôt 2 ans qu'il y a eu les élections communales et municipales, mais on continue de gérer toujours des recours. On continue de reprendre les élections par endroits. Et cette pratique, elle est une pratique nouvelle. Nous venons de voir ça dans notre pays. Parce que les textes sont clairs là-dessus. Nous avons voté une loi qui dit, après les élections, la Sénat proclame le résultat définitif des élections municipales et communales. Et que le gouvernement dispose de 15 jours pour installer les conseils communaux et municipaux. Mais, à notre grande surprise, ça n'a pas été le cas. On installe ici aujourd'hui, on attend 3 mois, on installe là-bas, où on reprend. Ici, on n'est pas prêt si on n'a pas pu détourner, voler un conseiller, on installe, on ne programme pas l'installation. Parce que la programmation de l'installation appartient au gouvernement. C'est le droit du gouvernement de le faire. Mais on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de remous. D'ailleurs, c'est ça qui a créé tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Bon, nous, au niveau du Parlement, nous avons beaucoup crié. Nous avons interpellé le gouvernement à plusieurs reprises sur ça. Et aujourd'hui, le Conseil est là. Tout le peuple a constaté, a vu tout ce qui se passe. Mais moi, je dois vous dire que en 2011, nous sommes là pour faire avancer la démocratie, pour faire la promotion de la démocratie. Nous ne sommes pas là pour détruire ce qui a été construit au sortir de la conférence nationale.
C'est pourquoi, je crois bien, celui qui aura réellement gagné les élections en 2011, il va prendre son pouvoir. Il n'y a pas de problème à cela. Les institutions sur la République sont là. Je crois que ils diront le droit. Ils diront le droit, que ce soit la Cour constitutionnelle et autres. Ces institutions vont dire le droit. Il n'y a pas de problème en cela. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la LEPI et de parler de la légalité de la chambre de représentation dans les structures qui vont gérer la LEPI. Pour que nous ne soyons pas, nous ne tombions pas dans la situation des pays comme le Congo et autres, où il y a la LEPI, mais il y a encore problème. Parce que les gens ont estimé qu'il y a eu beaucoup de doublons. Il y a eu beaucoup de manipulations. Par rapport aux démolitions des bâtiments, et le problème foncier, le problème foncier au Bénin est un problème fondamental. Parce que le Béninois aspire à être chez lui, quels que soient ses moyens. Mais il va mettre beaucoup d'années à acheter une parcelle et construire. Et un enfant va se lever pour dire que mon père t'a vendu, mais n'a pas vendu jusque-là. Ou bien mon père ne te l'a pas vendu, il n'a pas vendu devant moi. Ou bien tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. Après 20 ans, 30 ans, on détruit les bâtiments, on fait le déguerpissement forcé. Et nous sommes en train de faire un travail sur ce dossier. Et que il y a un organe qui aide à chose à MC Bénin qui est en train de faire un travail. Ça va venir à l'Assemblée, nous allons voter la loi. Et que la manière dont il faut acheter sa parcelle pour ne pas être l'objet d'un déguerpissement, et tout à l'heure, la loi va dire ça clairement pour permettre à tout le monde d'être tranquille quand tu auras ta petite parcelle. Et Rachid Balamassi a dit beaucoup de choses ici alors qu'il avait dit, il a jeté des discrédits sur le gouvernement tout le temps. Tout ce qu'il a eu à faire dans le passé. Et comme ce qu'il est en train de faire maintenant, ça l'engage. C'est lui qui sait comment il veut faire son politique. Il est politicien et comment il veut faire la gestion de sa carrière politique. Je crois que nous sommes dans notre logique en tant qu'opposants. Et eux, ils sont dans leur logique. Mais le fait que dire quelque chose aujourd'hui et changer rapidement pour aller de l'autre camp pour dire autre chose, ça engage celui qui le dit et que ça donne d'ailleurs la réponse à quelqu'un qui a parlé de ravaler sa vomissure là, que nous sommes dans notre logique au PRD depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes dans une structure, dans un groupe le groupe n'inspire pas confiance, on a le droit de dire, écoutez, voilà ce que nous voulons faire. Nous allons dire ça à notre groupe, dire voilà ce que nous allons faire. Et Mpati Paulin a dit, les milliards qui s'envolent, comment les récupérer? C'est pourquoi nous sommes en train de crier qu'il faut voter la loi sur la corruption. La loi qui régit cette structure-là, pour que la structure fonctionne normalement. Il est vrai, il y a des tests de la République qui répriment les malversations financières, les détournements. Mais nous voulons que ce test-là soit voté pour nous permettre de voir clair dans ce qui se passe. L'enrichissement illicite. Quelqu'un qui gagne 150 000 francs par mois et va construire une maison de 200 millions. Il a trouvé l'argent où? Il faut que le gouvernement aide les députés à voter rapidement cette loi pour mettre notre pays dans l'abri de détournement massif des fonds publics. Voilà ce que je dois dire par rapport à cette question. Mais si c'est fait, je crois que nous sommes là, nous parlementaires, pour accompagner la chose pour que notre pays soit bien géré. Eugène Waignon a parlé de ravaler sa vomissure, le PRD, tout ça. Mais le PRD a ravalé sa vomissure à quelle occasion? Non. Il fallait donner... Il se demande si le PRD va-t-il ramasser sa vomissure. Mais le PRD va le faire comment? Nous sommes un parti politique. Et l'objectif d'un parti politique, c'est d'aspirer à gérer le pays. Ce n'est pas les clubs électoraux que les gens créent. 10 personnes restent avec les cousins et les frères pour dire, bon, nous avons un parti politique. Ou bien nous sommes là pour défendre les intérêts du chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour défendre... On connaît le parcours du PRD. Le parcours du PRD est connu depuis le renouveau démocratique jusqu'à ce jour. Donc je crois que nous sommes dans notre logique et nous sommes pour la conquête de pouvoir. Comme tous les autres partis politiques de ce pays-là. Leur rôle
c'est de lutter pour la conquête de pouvoir. Ça c'est le rôle d'un parti politique. La loi l'a dit clairement. Mais pas créer un parti politique pour dire que je soutiens l'action du chef de l'État. Je soutiens l'action du chef de l'État. Il n'y a pas de critique. Tout le monde veut soutenir l'action du chef de l'État. Et Ernest Coty, il parle de la route à Kosombo, Carrefour Le Bélier. Eh bien, nous avons confié le pays, le peuple béninois a confié le pays à un monsieur qu'on appelle le président Yahi Boni. C'est lui-même qui doit savoir ce qu'il veut pour notre nation. La route à la promiscuité Pédéco a besoin de quelques milliards, on n'a pas trouvé. Alors on prend 14 milliards pour faire le replatage d'Akosombo jusqu'au Carrefour Le Bélier. C'est 14 milliards. C'est 14 milliards. C'est 14 milliards. Alors, il n'y a pas... Hein? Est-ce que ce n'est pas un revêtement de la voie? Puisque la voie a déjà fait un certain nombre d'années. Combien d'années? Non, mais non, il n'y a pas d'ouvrage sur la voie. Il n'y a pas... Toutes les infrastructures pour une voie sont là. Ça fonctionne le moment. Il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de caniveau à faire. Il n'y a pas de trucs à détruire. Mettre un peu de bitume là pour mettre la couleur sur la voie, c'est ça qui va coûter 14 milliards? Nous avons dit non en ce moment-là à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a pris une ordonnance pour faire exécuter le budget, le collectif budgétaire. Ça fait partie des fruits de collectif budgétaire que le chef de l'État a fait exécuter par ordonnance. Nous avons refusé à l'Assemblée nationale pour dire nous ne sommes pas d'accord pour ça. Et que pendant ce temps, les gens de la vallée souffrent. J'avais parlé de ça tout à l'heure. Les gens de la vallée souffrent. Hein? Une route de 90 km. Une route de 90 km. On parle de 16 milliards. Pendant ce temps, une route qu'il faut peindre en noir de Carrefour à Kosombo jusqu'au Carrefour Le Bélier, on donne 14 milliards. Allez-y comprendre. C'est pas moi. Voilà les chiffres que j'ai donnés. Allez-y comprendre. Ça, c'est la réponse que je dois donner à Ernest Coty. Par rapport à Delogoun, Franck, il dit, l'article, la Cour a dit au gouvernement de retirer l'article 7 et de mettre en marche la médiature. Ce n'est pas possible. C'est le gouvernement qui a fait la loi. Si même le gouvernement a envoyé une proposition de loi à l'Assemblée, l'Assemblée a des structures compétentes. La commission des lois a étudié et a amené ça au niveau de la plénière. La plénière a amendé et voté. Ça doit faire le même parcours et retourner à l'Assemblée pour suivre le même cheminement avant de faire sa mise en conformité. La Cour n'a pas le droit de dire au gouvernement d'enlever l'article 7 et de faire marcher la médiature. Ce n'est pas possible. Le leader voulait savoir puisqu'il dit qu'il a appris. Ah mais non, ici c'est ça. Donc, cher Franck, ce n'est pas ça. Si c'est ça, c'est faux. Ce n'est pas du tout ça. Cela doit retourner à l'Assemblée nationale pour sa mise en conformité. C'est ce qui est réglementaire. S'il y a autre considération, moi je n'ai jamais vu ça dans un test. Ce serait peut-être de comment on appelle-t-on, de piraterie ou des tests de la République. Toti Komlan. Lui a parlé de candidature unique au sein des G4. Pour les propos de Hanzo Glele. Non, le problème de candidature unique au sein des G4. Je crois bien que ce débat a été mené à plusieurs fois, plus d'une fois. Plus d'une fois, bien sûr. Nous sommes dans un groupe. Il y a le G4. C'est le groupe qui va s'asseoir et désigner le candidat de leur choix. Alors, où en êtes-vous actuellement? Non, mais le processus est enclenché et il y a déjà des concertations. Il y a déjà des concertations à ce niveau-là pour la désignation du candidat unique. Il y a déjà des concertations. Ça va être fait. Vous êtes sûr qu'il y aura vraiment un candidat unique? Non, il y aura un candidat unique. Il y aura un candidat unique. Puisque nous sommes liés par un accord. Nous sommes liés par une opinion. Nous sommes liés pour défendre un intérêt. Nous sommes liés pour fonctionner ensemble, pour défendre une cause. Je crois qu'à un moment donné, on ne doit pas craindre qu'il y ait une candidature unique. Ça va se faire. Si le G4 décide pour dire, bon, nous voulons une candidature unique, ça va se passer facilement. Si le G4 décide autrement, ça c'est affaire du groupe.
Ce n'est pas affaire du PRD, ni du PSD, ni de la RB, pas affaire d'un seul parti politique, c'est affaire du groupe. Le groupe va faire son travail et l'opinion sera satisfaite, je crois très bien. Je crois beaucoup à ce groupe-là. Bon, et voilà. Les propos de Arance Oglala Bon, au sujet de l'affaire Sensat, les propos, quelques secondes. non, les propos d'Arance Oglala, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas suivi. Je n'ai vraiment pas suivi. Je ne peux pas mentir. Je n'ai pas suivi et puis je n'ai pas eu la chance de lire les journaux par rapport à ça. Mais quelqu'un m'a parlé de ça. Je ne sais pas si l'auditeur ou bien vous, en tant que journaliste, vous allez m'éclairer un tout petit peu pour me permettre de réagir. Parce que je suis à même de réagir sur n'importe quelle question. Alors, ça aurait été mieux si vous-même vous aviez suivi. C'est toujours prudent. Parce qu'en voulant répéter, il y a toujours des ajouts. C'est bon. Alors, nous allons voir la dernière question. Mais nous sommes dans la logique de faire rendre gorge ceux qui ont détourné des milliards pour l'État. Rendre gorge. De rendre gorge, de voter la loi sur la corruption, la loi sur l'enrichissement illicite. Nous voulons que ça se passe vite. Je ne sais pas ce que Arnaud Oglala a dit, je n'ai pas eu connaissance de ce qu'il a dit, mais il doit en réalité dire ce que nous sommes en train de dire, s'il est un bon citoyen. S'il n'est pas un bon citoyen, il va se ranger de l'autre camp qui bouffe et qui détruise le patrimoine de l'État. Voilà, il n'y a pas que ceux qui détruisent, ceux qui bouffent qui sont dans l'autre camp. Alors, il ne faut pas dire ça. C'est ceux qui bouffent qui sont dans l'autre camp. Nous, on ne gère rien. Nous, on ne gère rien. Un député, il est quoi? Il est député, il ne gère rien. Nous ne gérons rien. C'est la gestion, ça appartient au gouvernement. Les membres du G4 et Force Clé, nous sommes de l'autre camp pour la plupart des députés. Les autres, ils sont de la mouvance, ils sont de l'exécutif. C'est eux qui gèrent les milliards de notre nation. Honorable Timothée Béliga, les centrales syndicales annoncent leur descente sur le terrain pour faire une tournée sur tout l'état du territoire national. Est-ce que c'est opportun? Alors qu'entre-temps, on aurait appris qu'il y a certaines centrales syndicales qui refusent de collaborer avec l'IGE. En une minute. Non, le rôle d'un syndicat, tout le monde sait. Les syndicats sont là pour défendre les intérêts de leurs collègues et les intérêts des travailleurs. Vous êtes ici pour votre radio, vous devez avoir un petit syndicat. Si même il n'y a pas le personnel n'est pas grand. Mais au moment où vous allez sentir que votre employeur est en train d'abuser de vous, il faut quelqu'un pour réagir, pour dire mais ça ne se passe pas comme ça, les tests ont dit ci, les tests ont dit ça. Bon, on a envoyé la descente de l'IGE. Et bon, je crois que les syndicats n'ont pas peur de la descente de l'IGE. Mais la manière dont l'IGE est descendu, ce n'est pas bien. Puis il y a d'autres structures qui sont là depuis, qui attendent de recevoir la visite de l'IGE. Mais quand les syndicats ont parlé, l'IGE est descendu vers là. Non, ce n'est pas bien. Il doit y avoir une certaine programmation dans la gestion des affaires publiques. Nous ne sommes pas contre l'IGE. L'IGE et son patron est membre de l'Observatoire de lutte contre la corruption. C'est un monsieur qu'on respecte beaucoup, qui connaît son travail, mais il ne doit pas être manipulé. C'est ça que nous... Il y a beaucoup d'autres structures qui attendent depuis de recevoir la visite de l'IGE, mais ça n'a pas été... Quand les syndicats, ils sont dans leur rôle. S'ils estiment que l'argent de l'État est mal géré, s'ils estiment que les fonctionnaires ne sont pas bien payés, s'ils estiment que le fonctionnement de l'appareil de l'État, il y a une mauvaise gouvernance, ils ont le droit de réagir. Parce que c'est eux qui représentent les travailleurs de ce pays. Et la société civile. Mais je ne sais pas pourquoi... Et dès qu'ils ont parlé, on va descendre. Mais en réalité, ils ne doivent pas avoir peur de l'IGE. Je crois que l'IGE a fait son travail. Il n'a qu'à nous donner le résultat. Et nous allons entendre la réaction des syndicats. Les syndicats, c'est de leur droit absolu de descendre sur le terrain pour aller parler à leurs syndiqués, pour aller dire tout ce qui se passe. C'est leur droit absolu. On ne peut pas les empêcher de faire leur travail. Et les tests de la République reconnaissent l'existence d'un syndicat, du syndicalisme au Bénin et dans la sous-région et dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de problème en cela, mais on attend le résultat de l'IGE et on attend aussi les informations de leur descente. On en a besoin parce que c'est les syndicats, c'est le syndicat du ministère des Finances, dirigé par M. Metteur, c'est eux qui ont fait des dénonciations
pour nous éclairer. Même moi, député, je ne connaissais pas cette affaire d'on acheter un gars chose à des choses, non pas à des millions, on a acheté un truc, un imperméable à 90 000